Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une petite réflexion que j'ai eue après avoir discuté avec ChatGPT. C'est qu'en fait, il y a quelques centaines d'années, les personnes qui avaient le pouvoir, c'est les personnes qui avaient l'information. Mais aujourd'hui, où on parle constamment de data, de données, d'informations, avec Internet où tu peux vraiment trouver tout ce que tu veux en quelques clics, c'est plus seulement l'accumulation de données qui compte, mais son tri. Et les gens qui font la différence, qui ont entre guillemets le pouvoir, ça va être vraiment les gens qui sont capables de distinguer les informations les plus qualitatives, voire trier d'énormes quantités de données. Et je me suis rendu compte en fait qu'on manquait peut-être encore d'intelligence ou de réflexe, et en tout cas de conscience de ce que j'appellerais des angles morts. Et ces angles morts, en fait, on pourrait les appeler des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on ignore, qu'on ignore. Mon but avec cette vidéo, en fait, c'est de donner quelques exemples simples de mon expérience personnelle, t'inviter à te questionner là-dessus et me le partager, mais aussi te montrer les techniques que je mets en place pour lutter contre ça avec les moyens du bord. Mais en tout cas, développer ce réflexe d'essayer de voir au-delà de ce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs années, j'étais en première année de médecine. Il y avait une matière qui était très chiante à apprendre, mais qui était vraiment passionnante. C'était l'histoire de la médecine. En fait, dans cette matière, ils mettaient le focus sur une notion en particulier, c'est la notion de paradigme. Si je devais vulgariser paradigme, je dirais qu'en fait, c'est une sorte de système de croyance, notamment dans ce cas-là, comme c'est l'histoire à un moment donné, qui d'une certaine manière va définir ta réalité, mais tu sais même pas que tu es dedans en fait. Par exemple, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'à l'époque des Grecs, ils avaient des théories qu'on appelle la théorie des humeurs, c'est-à-dire qu'en fait ton corps est composé de plusieurs fluides. Par exemple, il y avait la phlegme, la bile, le sang et l'eau. Ça variait un peu en fonction des époques, mais globalement, il y avait ça. Et du coup, toutes leurs décisions étaient basées sur ce modèle de la réalité, et c'est comme ça qu'ils guérissaient les gens. Si on décide d'être vulgaire et qu'on va dans la facilité, on peut vite se dire « Ah, mais ils avaient rien compris, ils étaient teubés. » Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils avaient d'une certaine manière raison à leur échelle. Et c'est en découvrant de nouvelles choses qu'ils ont pu adapter ce modèle jusqu'à une certaine période, en fait, le renier totalement. Et du coup, quand on observe toutes les époques, et il en va de même pour l'histoire de la science en général, en fait, on a toujours tendance à un peu mépriser notre passé et se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons, ils croyaient vraiment que telle chose pouvait guérir telle chose, ou bien que telle chose est vraie. » Et peut-être que mon frère qui est médecin voudra me tirer les oreilles, mais j'aime bien imaginer parfois qu'en fait, tout ce qu'on croit vrai aujourd'hui, quand on parle de médecine basée sur les preuves, etc., eh bien, dans une certaine mesure, c'est faux. Non pas parce que ça ne marche pas, non pas parce que c'est des modèles faux, fallacieux, mais parce qu'en fait, dans 300, dans 500 ans, dans 1000 ans, nos paradigmes seront tellement différents et notre réalité sera tellement différente, déjà en degrés, mais aussi par nature, que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, en fait, sera désuet et presque pris à la rigolade. Et du coup, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que actuellement, on a tous nos paradigmes, nos schémas mentaux qui sont plus ou moins figés. Par exemple, on a ancré en nous certaines notions sur l'argent, sur le travail, sur la réussite, le succès. On se dit telle chose est accessible, telle chose n'est pas accessible. Mais en fait, les médecins, il y a 1000 ans, ils ne pouvaient même pas, par exemple, se projeter sur quelque chose comme l'antibiotique, parce qu'en fait, ils ne savaient même pas qu'il y avait un problème à régler avec l'antibiotique. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'ils ne savaient même pas qu'ils ne savaient pas. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Là, j'ai 3 exemples en tête. La première fois où j'ai vraiment eu cette sensation, c'est quand j'avais pris une formation dans un studio avec 2 potes à moi pour apprendre d'un professionnel la production musicale et quelques conseils en mixage audio. En fait, j'avais quelques bases en production, je savais faire de la musique sur ordinateur, etc. Mais je me doutais bien qu'il y avait certaines techniques que je connaissais pas. Je savais pas vraiment bien mixer, je me cantonnais à la partie composition de la musique et je savais que j'avais forcément des lacunes dans quelque chose. Et est venu le moment où cet ingé son nous a montré un logiciel qui s'appelle Splice, qui est en fait une énorme banque de sons que pratiquement
tous les grands producteurs, ingé, compositeurs utilisent. Et en fait, je me souviens comment ça m'avait retourné le crâne, parce que non seulement je ne savais pas comment avoir des sons de la meilleure qualité possible, mais je ne savais même pas qu'une telle solution était possible. C'est-à-dire que si je devais creuser et essayer de le faire par moi-même, j'aurais cherché des informations via un autre moyen. Et ce que je ne savais vraiment pas, c'était l'existence même de cette possibilité. C'est-à-dire que je ne savais pas que je me limitais techniquement par ignorance de l'outil. C'était vraiment binaire, dans le sens où juste après cette information, ça a complètement changé ma manière de produire. Et si j'avais pas reçu ce conseil à ce moment-là, j'aurais mis des mois avant de trouver une des meilleures méthodes de solution à mon problème, parce qu'en fait j'aurais cherché à me perfectionner autrement, mais dans la mauvaise direction. Une autre expérience, c'était par exemple ma première vente en e-commerce. Quand j'ai commencé le e-commerce, j'avais fait une boutique avec un pote à moi d'instruments de musique, et je me souviens, on appliquait un peu ce qu'on pouvait voir sur YouTube, des tutos, des formations, etc. Et voilà, on faisait notre site, on savait finalement que l'objectif c'était de vendre un produit à quelqu'un, et quelque part on savait que comme on n'avait jamais fait de vente, on ne connaissait pas la sensation que c'est de faire une vente. Et je me souviens quand un matin, j'ai reçu la première notification sur mon téléphone de Shopify, une notification que je ne connaissais pas du tout, et je vois que quelqu'un a dépensé de l'argent pour nous acheter un produit. Là, en fait, c'était un ressenti que je ne pouvais pas du tout anticiper. Dans ce cas-là, je ne savais pas ce que ça faisait de ressentir ça, mais je ne savais pas à quel point, je ne savais pas que ça allait changer complètement mon rapport à l'argent, et mon rapport à l'argent notamment en ligne. En fait, quelque part, presque faire 1 euro en ligne, c'est presque plus important que faire des milliers d'euros. Et c'est ce que je peux encourager les gens à faire. C'est en fait se mettre comme objectif de déjà réussir à capter du flux monétaire qui est sur Internet, ne serait-ce qu'un centime. C'est incroyable. Que quelqu'un te fasse entre guillemets confiance, qu'il dégaine sa carte et que de l'argent vienne à toi, c'est incroyable. Et en fait, j'en discutais souvent avec un autre pote à moi, que c'est vraiment le 1, c'est l'infini, dans le sens où dès lors que tu as généré un peu, par extension, tu te doutes bien que tu peux générer bien plus. Et cette notion-là, tu savais même pas que tu l'avais pas captée. Et c'est ça qui est génial. Et plus récemment, un des autres exemples que j'ai eu de ce phénomène, c'est dans le prompt engineering en IA. En fait, quand tu discutes avec une IA, tu vas regarder quelques tutos, tu vas un peu faire au feeling. Voilà, tu poses des questions. Si tu es créatif, tu vas demander telle ou telle chose. Tu vas dire, donne-moi un plan étape par étape. Et voilà, et tu te sens frais, tu te sens chaud, et c'est génial. Mais en fait, si tu appliques la même logique, ça se trouve, il y a certains mots, même en français, que tu connais pas. Et du coup, tu te doutes bien quelque part que tu connais pas tous les mots du dictionnaire. Mais tu te poses même pas la question, en fait, d'un concept ou d'un mot en français que tu pourrais, lui, l'utiliser dans un prompt. Et donc, tu ne sais même pas, en fait, que tu ne sais pas qu'un élément sémantique pourrait t'aider à réaliser une tâche qui te semble, par exemple, impossible ou à laquelle tu n'as jamais pensé. Et avec tout ça, j'ai capté qu'il y a un champ de puissance cachée, un peu, qu'on explore à peine, et que c'était peut-être là que ça valait le coup de creuser le plus pour progresser le plus vite, en fait. Cette vidéo, quand je l'ai commencé, j'ai commencé à écrire un script à la main, et j'ai vu que j'avais du mal un peu à articuler toutes ces idées parce que c'est pas si évident de distinguer, en fait, tout simplement des choses qu'on ignore de choses que vraiment on se pose même pas la question, qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, voilà, tu me parles de macroéconomie, bon, je me doute bien qu'il y a plein de choses que j'ignore. Tu me parles, je sais pas, de analyse quantitative de je sais pas quel domaine. Bon, je sais que je sais pas grand-chose. Par contre, en fait, il y a peut-être des domaines entiers dont je connais même pas l'existence. Du coup, je peux même pas savoir que je ne sais pas les éléments constitutifs de ce domaine, vu que je connais même pas le domaine. Un autre exemple, ça pourrait être, je sais pas, tu sais faire des publicités sur Facebook, tu sais faire des publicités sur Google, etc. Et t'es assez chaud là-dessus, tu sais que t'es pas le maître et que tu peux progresser, qu'il y a des choses encore que tu sais pas. Mais ça se trouve, en fait, à notre époque,
le meilleur moyen de faire des pubs, c'est en fait une plateforme que tu connais même pas, qui centralise les pubs sur, je sais pas, TikTok et Snapchat. Imagine, tu lis une étude qui te dit que voilà, il y a un moyen de générer plus d'argent avec les pubs TikTok qu'avec la pub Facebook, que c'est plus pertinent, que l'algorithme est meilleur, je ne sais pas. Mais par exemple, tu ne sais pas qu'une technique ou une stratégie met à l'amende toute ton expérience et du jour au lendemain. Et ça, en fait, ça fait peur un peu parce que l'ego peut rentrer en jeu. Si tu as une compétence dans un domaine en particulier que tu as construit, en fait, partir du principe qu'une nouvelle chose que tu ne connais pas, entre guillemets, annihile presque tout ce que tu as construit, bah, ça fait mal. Et en vrai, ça se passe jamais comme ça, parce que tout ce que tu fais, ça t'apporte de l'info, de la connaissance. Donc c'est bien. Et peut-être en fait, c'est tout ce que tu as fait qui t'a amené à la découverte de ça. Et du coup, ma question, c'est comment on peut bypass le plus vite possible, entre guillemets, ce chemin, ce parcours, pour atteindre le plus vite possible ces choses qui nous débloquent, qui nous font shifter et qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Pour être honnête, j'ai même pas encore la réponse. Je soulève la question et même je sais que c'est un peu vague, que j'ai pas totalement réussi à verbaliser vraiment ce que j'ai en tête, mais c'est pour ça que je me force aussi à faire cette vidéo. Et pour l'exemple, je vais te montrer une des discussions que j'ai eues avec l'IA pour aller dans cette voie-là et voir comment aborder des sujets qu'on n'aurait jamais abordés avec une simple réflexion personnelle. Donc voilà, je te laisse et on se retrouve sur le PC. Ok, donc on se retrouve sur ChatGPT, le modèle 4O, parce que j'avais essayé avec un modèle de raisonnement, mais il n'avait pas accès à mes anciennes conversations. Donc le plus intéressant, c'est qu'il ait accès à tout pour faire une réponse vraiment adaptée à moi. Bon, il a accès aux conversations pour le meilleur ou pour le pire, mais bon, c'est comme ça. Donc on va voir ensemble le prompt, c'est un prompt assez basique, mais c'est pour avoir les grandes lignes. En te basant sur toutes nos conversations, détermine tous mes biais psychologiques, établis mon profil psychologique, dresse une liste des domaines où je suis le plus mauvais, dresse une liste des concepts que je ne sais pas en fonction des questions que j'ai posées. Là, par exemple, avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, cette question, elle était... Enfin, ce tiret-là, il était biaisé parce que je lui disais en fonction des questions que j'ai posées. Mais ça se trouve, il y a certains éléments, j'ai juste écrit des phrases, mais c'était intéressant. Du coup, comme si je l'avais bridé à se focus que sur les questions. D'où l'importance en fait des mots qu'on emploie, de la sémantique. Et enfin, détermine mon profil algorithmique. Très bien Dominique, ce type d'analyse demande une approche rigoureuse, structurée et nuancée. Je vais donc procéder méthodiquement à partir de notre historique, de tes comportements, de tes intérêts, de tes formulations de demande, de tes priorités et tes croyances implicites. Voici un bilan psychologique, cognitif et algorithmique fondé sur ton activité ici. Il n'y a pas plus clair. Tes biais psychologiques dominants. Biais de confirmation. Tu recherches des validations rationnelles à tes choix, crypto, musique, IA, en filtrant les infos. Intéressant. Biais d'optimisation extrême. Tendance à chercher des méthodes optimales en tout. Pareto, montage, vidéo, SEO, IA. Est-ce que c'est mal, hein? Biais du survivant. Tu te réfères souvent à ceux qui ont réussi, hormozy, musiciens, youtubeurs, sans évoquer les échecs. Ouais, c'est vrai. Biais de projection. Tu supposes souvent que d'autres ont les mêmes attentes ou réflexions que toi, notamment dans la vente. Intéressant. Pourquoi dans la vente? Mais je vois ce qu'il veut dire. Biais de compétences illusoires. Léger. Tu avances vite sur des sujets complexes, le champ technique, l'IA, avec une tendance à sous-estimer les angles morts. Ah, ça nous intéresse. Ça nous intéresse bien. Biais d'aversion à la perte. Présent dans ta gestion du temps et tes décisions crypto, tu sembles plus motivé par ne pas perdre. Attention, voilà, ça c'est attention, mais ça en dit beaucoup sur nous, hein, c'est cool. Biais d'action. Forte volonté de passer à l'action, parfois au détriment d'une vision long terme et clarifiée. Bon, ça, disons que je trouve que c'est plutôt bon signe. Allez. Ton profil psychologique. Dominante cognitive, analytique, stratégique et créative. Tempérament. Volontaire, curieux, impatient avec besoin de maîtrise. Mode de motivation. Intrinsique plus extrinsique. Ok. Volonté de progresser plus désir de reconnaissance récompense. Je reconnais. Sensibilité. Forte auto-évaluation. Tu juges tes progrès et capacités en permanence. Compétences fortes. Synthèse. Compréhension interdisciplinaire, communication, création musicale. Point faible latent, fatigue mentale par surcharge cognitive, trop de projets, trop de fronts ouverts. Réel. Domaine où tu es le plus mauvais.
relativement. Ah, il est gentil, il me chouchoute. Attention, ces domaines ne définissent pas une incompétence, mais un potentiel de progression clair par rapport à tes autres compétences. Stabilité vocale, en chant, toi-même je l'ai souligné, ok, bon ça c'est de la mémoire simple, mixage audio, automatisation avancée, des angles morts techniques, clarté dans les priorités stratégiques, trop de front ouvert, dilution d'énergie, c'est intéressant. Consolidation technique en vidéo, tu montes efficacement mais l'aspect audiovisuel avancé est encore en cours de maîtrise. Délégation écosystème, tu es très autodidacte mais ne délègues presque rien, ce qui limite l'effet de levier. Frère, j'ai pas d'argent pour l'instant pour déléguer. Et ça nous intéresse maintenant. Concept que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ces concepts représentent des zones aveugles potentielles à explorer si tu veux passer à un niveau supérieur dans tes projets. Systémique de l'attention. Tu ne parles pas des mécanismes cognitifs liés à la fatigue décisionnelle ou attentionnelle. C'est génial. Vous voyez ça. Je sais quelque part qu'il me manque ça. Je l'ai peut-être pas assez conscientisé, mais je ne savais pas du tout. En fait, je savais pas que je le savais pas, dans la mesure où systémique de l'attention, ça m'est complètement étranger le terme. Économie comportementale avancée, utile pour comprendre le comportement d'achat en e-commerce ou en formation. Là, c'est un peu la même chose, c'est que la partie de droite, bah, je le savais pas, j'avais quelques vagues notions, je pouvais faire des projections en m'appuyant sur la psychologie, etc. Mais je savais même pas que je savais pas qu'un truc comme l'économie comportementale avancée ou l'économie comportementale existe. Et maintenant, on se dit, ah bah, c'est évident. Mais il n'y a jamais eu ce traitement d'information-là dans mon cerveau. On descend, architecture d'information UX. Tu mentionnes le design, nanana, mais peu la structuration cognitive UX profonde. C'est intéressant. Tu vois, genre UX, je connaissais, je savais qu'il fallait que je m'améliore, qu'il y avait des choses, mais j'avais jamais vraiment verbalisé ça ou ne serait-ce qu'évoqué dans mon esprit l'architecture d'information. Prompt engineering avancé, RAG agent. Tu maîtrises les bases, mais pas encore les architectures et avancées. Ça, par exemple, je savais déjà plus que je le maîtrise pas. Donc, c'est peut-être ce qui rentre le moins dans la catégorie pour l'instant. Et ça me plaît. Effet Lindy, je connaissais pas du tout. On pourra en parler. Du coup, tous ces sujets-là, je les ai un peu traités et je les ai un peu plus creusés. Mais effet Lindy, je connaissais pas du tout. Pensée long terme. Ta recherche d'efficacité court terme occulte parfois ta stratégie à 3-5 ans. Gestion énergétique, biohacking. Aucun échange sur sommeil, nutrition, alors que tu vis une charge mentale très élevée. Copywriting émotionnel. Tu utilises des structures efficaces, mais tu restes très rationnel, peu de levier émotionnel. Ensuite, voilà, mon profil algorithmique, profil hybride créateur, architecte de système, recommandations clés pour mon développement, focus stratégique, rituel de feedback, apprentissage ciblé, écosystème, gestion de l'énergie. Donc super intéressant, nous ce qui nous intéressait c'était surtout cette partie. Donc en fait je vous invite à faire un peu la même chose, un prompt dans ce style, on pourrait vraiment faire une version optimisée en utilisant du markdown, mais je ferai une vidéo aussi sur les bases un peu du prompting. Mais j'avais trouvé ça passionnant de pouvoir un peu creuser ces zones d'ombre avec l'IA, en s'aidant de l'IA. Et je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour aussi un peu plus documenter ce que je fais. Genre là, je dégaine le bigot en caméra frontale, rien à foutre. Je mets plus mon trépied, le son parfait et tout. Non, juste je pose, j'enregistre, je me prends pas la tête. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'IA, n'hésitez pas à lancer le débat en commentaire ou à me poser des questions. Ça fera plaisir. Abonnez-vous, laissez un petit like et je vous dis à bientôt. Bisous la mif.